Bonsoir à tous les trois. Thierry Coville, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, évidemment. Vous pensez que le monde gagnerait à normaliser ses relations avec la République islamique. Un pays n'est pas en soi gentil ou méchant, dites-vous, et il faut arrêter de diaboliser l'Iran. À côté de vous, Jean-Sylvestre Mongrenier, vous êtes chercheur à l'Institut Thomas More. Et en ce qui vous concerne, les conditions d'un véritable accord ne sont pas réunies, et vous trouvez qu'il vaut mieux ne pas signer d'accord que de signer un mauvais compromis. À côté de vous, Agnès Levallois. Bonsoir Agnès Levallois, vous êtes consultante spécialiste du monde arabe. Et selon vous, l'Iranien Rouhani, modéré, paraît-il, et l'Américain Obama ont tous les deux absolument besoin de signer ce fameux accord à Lausanne. On démarre avec une question, pendule à l'heure, une question d'un internaute. Une question que beaucoup de gens se posent. Là voici. Absolument pertinent. On dit toujours que l'Iran négocie avec les 5 plus 1, pourquoi pas 6 tout simplement. Agnès Levallois, ce plus 1 c'est l'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on les met à part et pourquoi est-ce qu'on a intégré l'Allemagne aux négociations ? Alors l'Allemagne n'est pas comprise dans les 5 parce que l'Allemagne n'est pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU et que donc c'est la raison pour laquelle on met 5 plus 1, mais qu'en même temps l'Allemagne est un acteur suffisamment important et avec des intérêts particuliers aussi en Iran pour être associé à cette réflexion et à cette négociation sur l'Iran. Jean-Sylvestre Mongrenier, les dernières nouvelles des négociations les nouvelles robustes, comme dirait Laurent Fabius, on en est où ? au compte-gouttes, oui. Donc je ne suis pas sûr d'avoir véritablement en ma possession les dernières informations. Il semble quand même que la négociation soit difficile. Et plus qu'une négociation, j'ai le sentiment que c'est un bras de fer, parce que sur le plan technique, tout a été à peu près dit, revu au fil des mois et même au fil des années, parce que si on met les choses en perspective, c'est quand même, même plus, de 2003, 2004, oui, ça fait ça. C'est une épreuve de volonté et la question, c'est de savoir qui flanche le premier. C'est pour ça que je préférerais parler de bras de fer plutôt que de négociation. Alors, Guillaume. Le chiffre du jour, c'est 19 000. 19 000, c'est le nombre de centrifugeuses dont bénéficie l'Iran. Alors, la centrifugeuse, c'est une machine où, en gros, on fait rentrer du combustible nucléaire et si on fait tourner très vite les machines ou si on les chauffe très fort, je ne sais pas très bien comment ça marche, il en sort une bombe atomique, pour faire court. Évidemment, ça n'est pas obligatoirement comme cela que ça se passe. Il n'empêche que l'Iran a aujourd'hui 6 fois plus de centrifugeuses qu'en 2007, ce qui montre, selon certains, sa volonté de pouvoir fabriquer la bombe atomique. On a un peu l'impression, Thierry Coville, qu'en même temps que l'Iran négociait, il se préparait, notamment par ce type d'équipement, à fabriquer la bombe. Est-ce qu'on peut parler de double jeu ? Non, pas du tout. Je vous rappelle, donc, il y a un processus de négociation qui a commencé en novembre 2013. Et l'idée de ce processus, c'est que la confiance s'établisse, le début de confiance. Et chacun devait prendre des engagements. Un des engagements de l'Iran, c'était d'arrêter justement d'enrichir l'uranium. Ils avaient enrichi l'uranium jusqu'à 20%. Et donc, ils devaient arrêter d'enrichir l'uranium à 20%. Et enrichir l'uranium qu'à 5%. C'est ce qu'ils ont fait. 5%, c'est pour des centrales atomiques, pour fabriquer de l'électricité. Nucléaire civil. Voilà, pour du nucléaire civil, c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui fait qu'en échange, ils ont une petite levée des sanctions. Donc, depuis novembre 2013, ils tiennent leurs engagements selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, ils ont des centrifugeuses, mais ils ne s'en servent pas. Ils s'en servent pour enrichir de l'uranium à un niveau civil. D'accord. Donc, Jean-Sylvestre Mongrenier, vous confirmez qu'ils n'ont aucune velléité, aucune volonté, aucune arrière-pensée de fabriquer une bombe atomique et surtout de pouvoir faire du nucléaire militaire. Bon, d'abord, je crois qu'on est plutôt à 20 000 centrifugeuses que 19 000. 1000 depuis hier. Le processus d'enrichissement, il a continué, puisqu'au moment où l'accord a été signé en 2013, en novembre 2013, on était à 6 000 kilos du 6 000, oui, c'était le chiffre. C'était 6 000 tonnes d'uranium enrichi, 6 000 kilos d'uranium enrichi à 5%, et donc on doit être à 7 600. Donc le processus d'uranium, le processus d'enrichissement a continué. Alors c'est vrai qu'on est revenu un petit peu en arrière pour la quantité d'uranium enrichi à 20%. Maintenant, si on regarde l'histoire, si on regarde les autres puissances proliférantes, on n'a jamais vu un pays produire autant d'efforts vers le nucléaire sans chercher en bout de compte à posséder la capacité de passer au nucléaire militaire. Et c'est ce qui inquiète quand même suffisamment les diplomaties de différents pays. Il y a des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus beaucoup d'autres. Et c'est ce qui justifie donc à toute cette négociation à couteau tiré. Ouais. Agnès Levallois, est-ce que tous ceux qui sont autour de la table, les 6 dont on a parlé, sont sur la même longueur d'onde ? Est-ce qu'ils croient tous les 6 que les Iraniens sont finalement plutôt de bonne volonté ?
Non, on voit bien que tout le monde n'a pas la même attitude dans ces négociations. On voit bien que la France, par exemple, a une attitude assez dure et qui ne fait pas pour l'instant, en tous les cas dans les déclarations qu'on a pu entendre, ils ne font pas vraiment confiance dans la position iranienne, alors qu'on a d'autres pays qui ont l'air de dire que, et les Russes en particulier, qu'on peut tout à fait négocier pour arriver à quelque chose. Donc là, on est à une période, je crois, aujourd'hui, où il y a effectivement, c'est vraiment un jeu, une tension qui est très forte autour de cette question. Et moi, il me semble quand même que c'est à partir d'un minimum de confiance entre les différents partenaires qu'on peut arriver à quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que l'Iran a continué en fait à avancer dans son programme en dépit des négociations? Parce que l'Iran avait le sentiment, et à juste titre en particulier, me semble-t-il, que la communauté internationale ne lui faisait pas confiance. Et donc, à partir du moment où cette confiance n'est pas là, il est extrêmement difficile pour un des partenaires, et l'Iran en l'occurrence, d'accepter de faire des compromis ou des concessions, avec le sentiment qu'à chaque fois en face, on lui demande d'aller un petit peu plus loin, parce que d'emblée, ce qui est posé sur la table, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à cette République islamique. Et je crois que ça remonte simplement à 79, lors de la révolution islamique, où on a eu un changement radical de régime qui a profondément inquiété le monde occidental pour des bonnes raisons, pour des moins bonnes raisons, et qu'on est encore, me semble-t-il, dans cette relation de profonde méfiance, sans arriver à tenir compte de certaines évolutions sur la scène intérieure iranienne, où on a quand même un président Rouhani qui n'est pas Ahmadinejad. Enfin, il y a eu des élections en Iran et les Iraniens ont souhaité quand même avoir un gouvernement beaucoup plus modéré, avec justement une ouverture vers l'extérieur que ne permettait pas la politique d'Ahmadinejad. Et donc ce sont ces éléments, je crois, que la communauté internationale doit prendre en compte pour pouvoir négocier sereinement, si je puis dire ainsi, avec ce pays qui est l'Iran, même s'il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Chacun a ses intérêts. L'Iran a des intérêts, les autres ont des intérêts. On va demander l'avis de Thierry Coville, mais juste avant, Nadia, vous avez regardé Laurent Fabius. Oui, l'attitude très particulière. Vous avez regardé le visage et le body language de Laurent Fabius. Absolument, c'était Genève en novembre 2013, Vienne en juillet 2014 et maintenant à Lausanne. Il a toujours ce visage assez crispé. Il a toujours surtout des déclarations très très laconiques. Et on se rappelle qu'en novembre 2013, quand il s'était montré assez sévère, assez ferme, la presse iranienne et les blogs avaient eux aussi été très critiques. La France avait été qualifiée de petit Satan. Et Laurent Fabius avait été qualifié de plein d'autres choses fort sympathiques. Et on sait depuis la semaine dernière, grâce à des révélations du Guardian, que autour de ces négociations, les relations entre la France et les États-Unis étaient extrêmement tendues. Le ton est visiblement monté. Thierry Coville, comment est-ce qu'on explique que la France ne change pas de position? Elle continue chaque année, tout le temps, à jouer le mauvais flic. Ah, ça n'a pas toujours été le cas. Justement, c'est un peu... Juste, je me faisais la réflexion, si vous voulez, dans cette émission, on sent, mais c'est normal, on sent le point de vue français sur le problème nucléaire iranien, mais rappelons-nous du côté iranien, si vous parlez de la France, ils pensent à Saddam Hussein. Oui. Donc, si vous voulez, c'est bien de se présenter comme le chevalier blanc, etc. Il ne faut pas oublier l'histoire. On a été quand même des grands supporters de Saddam Hussein. Quand il a utilisé de nombreuses fois les armes chimiques, on n'a absolument rien dit. Croyez-moi, du côté iranien, ils ne l'ont pas oublié. La France, ensuite, on a vu, alors il y a toute la période de la guerre avec l'Irak, on laisse tomber. On a repris les relations après l'Iran. Moi, j'y étais. D'ailleurs, j'ai vécu en Iran à l'époque, début des années 90, 3 ans. Et je me rappelle, on a fait beaucoup d'efforts politiques, diplomatiques pour renouer les relations. Et on était arrivé, donc, ce que Agnès faisait référence, pourquoi l'Allemagne participe à ces négociations? Il faut reconnaître, l'Europe a joué un rôle très positif dans les négociations, parce que rappelez-vous, quand George Bush voulait régler la question nucléaire iranienne, lui, c'était assez clair. Il a attaqué l'Irak, ensuite, et c'est le tour de l'Iran. Les Européens, et je pense que c'est à l'honneur de l'Union européenne, les 3 ministres des Affaires étrangères sont allés en Iran, obtenu un accord d'arrêter l'enrichissement de l'uranium, négocié avec Rouhani. C'est pour ça que l'Allemagne a participé. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a un tournant, on va le dire, avec la politique française et l'Iran, c'est sous Nicolas Sarkozy, où, effectivement, on a ce discours qu'on entend aujourd'hui, on ne peut pas leur faire confiance, ils sont méchants. D'où ça vient? C'est compliqué. Je pense qu'il y a aussi un esprit, à dire, néoconservateur au ministère des Affaires étrangères français. Vous avez nos relations commerciales et stratégiques avec l'Arabie saoudite. Parlons de nos relations stratégiques avec l'Israël. Si vous voulez, ce qui me gêne quelquefois, c'est que, OK, techniquement, on a peut-être des méfiances, etc., mais pourquoi on a besoin de communiquer autant là-dessus? On a l'impression qu'on donne des signaux à nos amis, si vous voulez. Est-ce qu'il y a aussi des raisons de fond, Jean-Sylvestre Montgrenier, qui font que la France se méfie, ou des raisons durables? Par exemple, que l'Iran est une grande puissance qui se revendique comme telle et que donc il considère qu'il a vocation à avoir un armement, une souveraineté complète, y compris avec la bombe. Déjà, si on revient rapidement sur la confiance, il faut quand même rappeler que ce programme, il a été amorcé clandestinement. Et donc, c'est en 2002 qu'on a appris qu'il y avait un programme nucléaire clandestin de la part de l'Iran. Dans les années qui ont suivi, on a découvert des sites d'enrichissement qui n'avaient pas été communiqués. Donc, il y a quand même un certain nombre de faits qui ont ébranlé la confiance, au-delà même de la nature du régime. Maintenant, si on met les choses en perspective sur la durée, là, on donne un blanc-seing à l'Iran sur beaucoup de choses. Et puis, on a l'État
islamique qui sert de repoussoir et de faire valoir. Mais il faut quand même rappeler que c'est un régime... Daesh, l'organisation de l'État islamique. Voilà, de l'organisation de l'État islamique. Donc ça sert un petit peu de paravent. Et puis d'un seul coup, on trouve des tas de vertus à l'Iran qui deviendraient une sorte de modèle de modération. Si on regarde la France en perspective, il faut rappeler que dans les années 80, on a subi les effets du terrorisme iranien. On l'a subi au Liban. Pensez à l'attentat du Drakkar contre des parachutistes français. On l'a subi en 86, en janvier, février, septembre 86, dans nos rues, à Paris même, avec de multiples Mais votre attentats. voisin va vous dire, ça c'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans, mais c'est pas beaucoup à l'échelle de l'histoire universelle. Là, Il y maintenant... avait aussi le contentieux Eurodif à l'époque. Oui, d'accord. Pour lequel on n'était pas très Oui, mais si on règle loin. un contentieux Eurodif en mettant des bombes dans le métro, puis on trouve que, ma foi, c'est de bonne guerre, ça veut dire Non, que... mais ça veut dire qu'on accorde quand même un blanc-seing aux terroristes. Alors maintenant, il y a le soutien au Hezbollah aussi. Tout ça, c'est du terrorisme. Voilà, les Hezbollah qui sont les alliés des Iraniens. Il y a un soutien au Hamas qui s'est un peu effrité ces dernières années avec les contre-coups du printemps arabe. Donc vous voulez dire une capacité de nuisance toujours active. Oui, et puis il y a une volonté de domination au Moyen-Orient qui bouscule tout, qui affole la région avec des tas de contre-coups. On ne peut pas comme ça isoler l'Iran de toute son histoire et de tout son contexte. Est-ce qu'on peut revenir sur les sujets de fâcherie ou d'accords possibles quant à ces négociations ou à ce bras de fer, comme vous dites, les sanctions notamment, et la surveillance et la durée de la surveillance? Qu'est-ce qui coince, Qu'est-ce qui coince, Thierry Covey? Alors, il y a le rythme de levée des sanctions. Oui. Du côté sous les camps, l'accord intérimaire a été signé en novembre 2013. Il était écrit donc que s'il y avait un accord, l'ensemble des sanctions seraient levées. Alors ça pose problème parce que les Iraniens voudraient que toutes les sanctions soient levées, mais du côté américain, il y a des sanctions qui ont été votées par le Congrès, il n'y a que le Congrès qui peut les supprimer. Donc ce que dit Obama, il a le pouvoir de les suspendre, et donc ce sera le Congrès avec un nouveau président qui éventuellement annulera ces sanctions. Alors du côté iranien, ça passe mal parce qu'ils se disent quelles conditions on va nous rajouter, etc. Quelles sanctions, par exemple, très concrètes? Alors, c'est les sanctions qui pèsent le plus sur l'économie iranienne, c'est les sanctions financières. Et en fait, c'est très intéressant ce qu'ont fait les Américains, c'est que, on peut le dire, ils sont venus voir les banques européennes, sous, justement, présidence de Sarkozy, on n'a rien dit. Ils ont menacé les banques européennes en leur disant vous travaillez avec l'Iran, vous n'avez pas le droit. Si vous travaillez avec l'Iran, vous n'aurez plus accès au marché américain. Donc, ces sanctions financières... Il y a ça vient de sortir, c'est les sanctions des Nations Unies. Donc, ce qui pose problème pour les Iraniens, c'est que ce n'est pas les sanctions qui pèsent le plus sur l'économie iranienne, mais c'est des sanctions symboliques. L'Iran a le sentiment qu'ils sont mis au banc des nations à cause de ça, donc ils disent on veut qu'elles soient levées. Alors effectivement, le bras de fer, comme vous disiez, c'est que les Occidentaux disent elles seront relevées graduellement si vous vérifiez l'accord. Un donnant-donnant. Agnès Levallois, à l'époque, ça ne posait pas de problème. C'était un régime ami, comme on dit. Oui, c'est pour ça que je revenais tout à l'heure sur la rupture qui est induite par cette révolution islamique et toute l'inquiétude de ce régime vis-à-vis duquel il y a cette inquiétude de disant ça n'est pas un partenaire fiable, un terme qu'on a déjà retrouvé ailleurs. N'oublions pas que dans la région, il y a d'autres pays qui ont cette... Je pense au Pakistan, sans parler d'Israël. Donc c'est vrai que la question, est-ce qu'on arrive à faire une zone dénucléarisée qui permettra effectivement de mettre tout ça à plat et on passe à autre chose. Sinon, si cet accord est signé, on sait très bien déjà que l'Arabie Saoudite va aussi vouloir à son tour entrer dans cette logique. Donc la question qui se pose aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on veut de ça ou est-ce qu'on essaye plutôt d'être dans une logique dénucléarisée? Ça, c'est autre chose. On va parler du grand jeu géopolitique. Vous avez cité Israël, justement. Il y a évidemment un homme qui regarde avec beaucoup d'attention et d'inquiétude cet accord qui pourrait intervenir avec l'Iran. C'est Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui, lui, redoute un accord qui ne serait pas suffisamment coercitif envers l'Iran et qui permettrait à l'Iran de continuer, même de façon clandestine, à préparer la bombe. Il l'a dit, si cet accord est mauvais, si l'Iran continue à menacer Israël, nous ne resterons pas sans réagir. Écoutez-le. La plus grande menace pour notre avenir et notre sécurité fut et demeure la tentative de l'Iran de se doter de l'armement nucléaire. Cet accord qui prend forme à Lausanne ouvre la voie à ce résultat. Israël ne se cachera pas la tête dans le sable. Nous ferons tout pour défendre notre sécurité et notre futur. Jean-Sylvestre Montgrenier, je reviens sur cette dernière phrase. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Jusqu'à présent, Benyamin Netanyahou était plus précis. Il disait nous envisageons des frappes aériennes pour mettre hors d'état de nuire les installations nucléaires iraniennes. Là, il est moins précis. Est-ce que ça veut dire qu'Israël a changé d'avis? Est-ce qu'il craint de ne pas être soutenu par les États-Unis en cas d'action violente?
Écoutez, il faut être dans le secret des états-majors politiques et militaires. Mais Oui, bon, mais- le fait est qu'Israël a besoin d'appui, doit prendre en compte la position américaine. Bon, en même temps, il y a une relation qui se dégrade. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que pour Israël, ça a l'allure d'une menace existentielle. Là, régulièrement, vous avez des dirigeants iraniens qui menacent purement et simplement de D'éliminer Israël de la vitrifier carte. Israël. Et il faudrait faire comme si c'était une sorte de folklore politique Excusez-moi, local. mais pour Ahmadinejad pas faire n'a jamais fait. dit ça. Enfin, je veux dire, il a dit... Non, il n'a pas dit ça. Ça a été mal traduit. Il n'a pas dit... Il Ah, ça a dit été mal traduit. Le régime, alors c'est pas forcément sympathique. Il a dit le régime disparaîtra au cours du temps. Ah oui. Il y a eu C'est des pas menaces forcément. de destruction, de Non, vitrification Mais la à situation, plusieurs reprises. Il me semble quand même Et que la si- situation a évolué et qu'aujourd'hui l'Iran n'est pas dans cette logique. Et que Ah bah, la- c'est un acte de et foi, que ça, la madame. C'est un relation- acte de non, foi, non, ça. non, il y a des intérêts. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des intérêts. Il y a un intérêt de l'Iran qui est d'arriver à un accord et il y a un intérêt des États-Unis d'arriver à un accord. Et Israël, c'est la effectivement, communication. est au milieu et effectivement Mais est est-ce qu'Israël inquiet. est fondé et à avoir que- peur? Je pense Bien que sûr non. que- Je pense que Netanyahou joue beaucoup sur la peur pour des raisons Mais- politiques intérieures. C'est assez Absolument. clair. Je C'est ne vois assez pas aujourd'hui comment Israël irait attaquer l'Iran et comment l'Iran serait plutôt irait dans le attaquer sens, Israël. contraire. Non, Non, c'est mais la pour question, réagir, c'est de si vous voulez savoir savoir si- si aujourd'hui il y aurait un bombardement par Israël de certains sites iraniens. Je n'en crois pas un mot, pour la simple et bonne raison que les États-Unis, quand même, c'est eux qui veulent aussi cet accord sur le nucléaire iranien. N'oublions pas, les États-Unis sont quand même bien plus en pointe dans cette volonté d'un accord que nous ne le sommes. Donc je ne vois pas comment Israël, qui est quand même l'allié et qui a tout un matériel militaire américain, pourrait passer outre d'informer Washington de cette volonté et comment Washington pourrait dans le même temps donner son accord. Je crois que là, il faut aussi sortir de ce qui est du fantasme et de la réalité aussi politique, géopolitique. Quel est l'intérêt aujourd'hui de l'Iran à aller attaquer Israël? Pour Donc moi, l'Iran est la solution l'intérêt au n'est- problème du Moyen-Orient pour vous, Thierry Coville. Pas- Et non pas le évidemment, problème mais non, en mais si vous soi. voulez, c'est pas aussi simple que ça. Mais il faut, si vous voulez, je pense que bon. C'est pas pour critiquer, mais si vous voulez, il y a toujours cette idée que d'irrationalité, ils veulent attaquer Israël comme ça a été. En histoire, Oui, mais si vous voulez, je pense qu'on a un régime parfaitement rationnel. Je vous parle des menaces stratégiques. Je vous parle du point de vue, le point de vue iranien. Quelle était la principale menace stratégique pour l'Iran? C'était pas Israël, c'était l'Irak de Saddam Hussein qui les a attaqués, on rappelait, alors que les Nations Unies n'ont absolument rien dit. Pourquoi ils ont pensé à la bombe atomique au milieu des années 80? Ils se sont dit, on a été attaqués, on n'a eu aucun soutien, donc rationnellement, on a pensé à une arme de dissuasion massive. Ensuite, je pense qu'on ne sait pas trop s'ils ont continué sur cette idée. Quelle est la principale menace stratégique pour l'Iran? C'est facile d'avoir des grands discours sur l'État islamique par avant. Quand l'État islamique a déferlé en Irak en juillet, moi il se trouve que je suis allé en été en Iran, les gens ils ont très peur. Rappelons quand même ce que fait l'État islamique aux chiites. Donc les Iraniens ont très peur, ils n'envahissent pas l'Irak, c'est n'importe quoi. Ils aident l'armée irakienne à se défendre contre l'État islamique. C'est facile d'avoir des grands discours. Il n'y aurait pas eu l'Iran pour aider le gouvernement irakien, je ne sais pas dans quelle situation on serait aujourd'hui. Jean-Sylvestre Montgrenier. Je voudrais, oui, quand même, parce que là, on pose comme axiome le fait que l'Iran ne veut pas accéder au nucléaire militaire, et puis deux, que de toute façon, ça ne poserait pas de véritable problème, que ça n'est pas une menace. Mais c'est purement axiomatique. C'est pour ça que je parle d'acte de foi. Il y a quand même bel et bien une volonté dans la durée d'avancer sur la route du nucléaire, d'une. Et puis de deux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dissuasion, ce n'est pas une loi du monde, ce n'est pas la loi de la gravité. On peut très bien imaginer des cas d'emploi coercitif du nucléaire. Ce n'est pas quelque chose qui peut être exclu. Ça raisonnement par référence. Tant qu'on voit que des signes blancs, il n'y a que des signes blancs. Le jour où il y a un signe noir, ça prouve qu'il y a des signes noirs qui existent. Deux, il y a la possibilité d'une sanctuarisation agressive, c'est-à-dire à l'abri de l'arme nucléaire, l'Iran peut continuer une politique de domination régionale depuis le Golfe arabo-persique jusqu'à laissez-moi finir s'il vous plaît, jusqu'à la Méditerranée orientale. Et puis trois, il y a aussi tous les contre-coups, c'est-à-dire que la Turquie, l'Arabie Saoudite et d'autres puissances de la région ne vont pas rester comme ça inactives. On va se retrouver avec 3 ou 4 centres de décision nucléaire dans la région la plus hostile du monde et on va venir leur prêcher le doux commerce et ça devrait permettre Messieurs, tous les conflits. Mesdames et messieurs, pour ce soir, nous suspendons le débat.